La première définition, c'est de se rappeler qu'un orchestrateur, c'est une espèce de tour de contrôle qui va permettre à un marchand de se connecter très facilement à une multitude de PSP et de pouvoir choisir en fonction de la nature de la transaction quel est le meilleur prestataire qui va pouvoir opérer cette transaction. Pour nous, ça a été un virage important qu'on a commencé à observer, je dirais, il y a à peu près 2 ans. On a commencé à se rendre compte qu'il y avait 2 éléments qui nous posaient des difficultés, je dirais, quand on travaille avec des marchands. Le premier, c'était souvent la complexité de leur intégration technique, ce qui voulait dire que nos discussions avec un marchand étaient souvent plutôt orientées sur des problématiques d'intégration que sur des problématiques de performance de paiement à proprement parler. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème marketing, digital, innovation et expérience client. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Expérience Client qui se tient en octobre à Biarritz, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots? Bonjour Cyril. Le One-to-One Expérience Client rassemble en fait la communauté des C-Level pendant 3 jours et à huis clos, à Biarritz en l'occurrence. C'est le rendez-vous des marques qui crée de la valeur avec le digital, le content et la data. Le concept, il est assez simple. C'est des rendez-vous d'affaires que l'on organise entre les prestataires de solutions et les C-Level, accompagnés en plus de ça de moments de networking. Effectivement, le One-to-One est clairement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Oui, tout à fait. Nous avons un contenu de grande qualité avec des speakers triés sur le volet pour aborder tous les sujets d'actualité et partager les retours d'expérience des uns et des autres. Merci Sonia pour cette rapide présentation. Et pour en savoir plus, comment doit-on faire? Le meilleur moyen, c'est vous vous rendez sur le site internet du One-to-One Biarritz ou vous nous suivez sur notre page LinkedIn. Merci Sonia, à très bientôt à Biarritz et en audio, toujours sans coupure. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous abordons un sujet devenu hautement stratégique pour les marchands à forte volumétrie, celui de l'orchestration des paiements face à la fragmentation croissante des moyens de paiement, à la spécialisation des acquéreurs et à la nécessité d'optimiser en continu les performances transactionnelles. L'orchestration s'impose comme une réponse technique mais aussi économique et opérationnelle. Concrètement, il s'agit de piloter via une seule couche logicielle plusieurs PSP. L'objectif, router chaque transaction vers le prestataire le plus performant pour maximiser le taux d'acceptation, maîtriser les coûts et sécuriser les flux, même en contexte de forte charge. C'est une approche que les plus grands e-commerçants ont largement adoptée. 7 des plus gros sites français en sont déjà équipés. Et pour décrypter cette tendance de fond, j'ai le plaisir de recevoir 2 intervenants de référence. Flora Wolfer, CMO de Payplug, la solution de paiement du groupe BPCE, connue pour son expertise en matière de performance transactionnelle et de partenariat orchestré. Et Ricardo Argenta, directeur des paiements chez Back Market, la marketplace leader du reconditionné en Europe, qui a fait le choix d'une stratégie multi-PSP structurée autour d'une solution d'orchestration. Notre échange s'articulera en 2 temps. D'abord, un état des lieux. Comment les pratiques de paiement évoluent sur le marché français? Quels sont les enjeux de structuration chez les marketplaces? Et comment l'orchestration s'inscrit dans cette dynamique? Puis un retour d'expérience concret. Comment Back Market déploie cette stratégie? Quels bénéfices mesurables en matière de conversion, de résilience ou de pilotage, notamment sur un temps fort comme celui du Black Friday? Vous l'aurez compris ici, on est au cœur des problématiques d'optimisation, d'agilité, de scalabilité, un sujet technique mais au service de la performance business. Alors avant de commencer, mes chers invités, pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Flora, à toi l'honneur. Bonjour Cyril, je suis ravie d'être là, merci pour l'invitation. Moi je suis depuis 6 ans chez Payplug. J'ai vu une entreprise qui a beaucoup évolué et un marché qui a aussi beaucoup évolué, on y reviendra un petit peu. Mais effectivement, moi je suis arrivée, on avait une petite dizaine de milliers de marchands, plutôt des PME.
Et aujourd'hui, on travaille avec des acteurs de toute taille qui viennent aussi de toute nationalité et qui ont des problématiques qui sont de plus en plus techniques. Et c'est vrai que c'est assez passionnant de voir le marché évoluer aussi vite. Je suis ravie de pouvoir creuser ça aujourd'hui avec vous. Le marché, il évolue vite. Si tu veux donner des grandes tendances, des grands sujets, tu dirais qu'il évolue comment ? Je dirais que c'est un métier qui devient vraiment un métier d'expert. Il y a quelques années, on avait des interlocuteurs qui se posaient la question du paiement presque comme une commodité. L'objectif, c'était principalement de faire passer les flux globalement d'un point A à un point B, c'est-à-dire chez le payeur pour aller chez le marchand. Aujourd'hui, on considère que c'est vraiment un outil de conversion et d'optimisation business. Et ça a complètement changé notre manière, nous, d'aborder notre produit, mais aussi notre manière de travailler avec les marchands, de concevoir nos discussions et même d'analyser le marché. Merci Flora pour cette présentation. Je me tourne vers toi, Ricardo. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, sur Back Market, évidemment, une marque qui est aujourd'hui connue d'un grand nombre de Français. Mais je crois qu'il n'est pas inintéressant que tu nous représentes un peu tout ça. Déjà, bonjour, merci pour l'invitation aussi. Je suis chez Back Market depuis 4 ans. 4 ans, on a fait beaucoup de choses dans ces 4 ans, effectivement. Back Market, maintenant, c'est un acteur présent dans 18 pays, aux US, Japon, Australie et partout en Europe. Effectivement, on a beaucoup changé la structure de notre paiement chez Back Market. C'est un pure marketplace, c'est-à-dire on met en contact les consommateurs et les vendeurs grâce à notre site, concentré sur des produits reconditionnés. On essaye de alimenter le marché de reconditionné. On trouve qu'il y a beaucoup de la valeur là-dessus. On essaye de faire sorte que le consommateur comprend l'importance d'un produit reconditionné vis-à-vis d'un produit nouveau et que la valeur est exactement la même au niveau de qualité de ce produit-là. Si on revient un petit peu sur le paiement, effectivement, quand j'ai commencé chez Back Market, on avait un seul PSP. Aujourd'hui, on a 6 PSP. On a mis en place cette nouvelle structure grâce à un orchestrateur qui nous permet effectivement de faire un peu la balance entre la performance et les coûts. On reviendra sur ce sujet-là avec vous. Pour information, est-ce que tu as des chiffres de volume à nous transmettre, à nous partager sur comment fonctionne cette marketplace pour qu'on ait juste la mesure un peu, je sais pas, le nombre de marchands, les volumes Bien sûr. Disons quelques chiffres globaux sans rentrer dans les détails de chaque pays. Back Market, on travaille avec 2500, 3000 marchands. C'est des marchands qu'on vérifie, évidemment, avec qui on travaille au quotidien. De l'autre côté, on a des acheteurs qui nous font confiance. En 2024, on a touché les 2,5 milliards. Donc, on est très content. Évidemment, on est sur plusieurs pays. Du coup, on a plusieurs devises aussi. On offre une énorme gamme de solutions de paiement aussi. On travaille avec plusieurs alternative payment methods, disons les BNPL, le Pay Now, Pay Later, qui sont très présents dans le marché aujourd'hui, à la hauteur de 30% de la chiffre d'affaires de Back Market. Du coup, c'est des méthodes de paiement très utilisées par les consommateurs et on a une liste entre 10 et 15 méthodes de paiement alternatives au-delà de la carte. Donc en fait, Back Market, effectivement, 2,5 milliards de flux traités l'année dernière. C'est énorme. On comprend finalement les enjeux autour du paiement qui sont bien une réalité pour vous. 2,5 milliards. 6 PSP. L'orchestration, pour vous, elle vient répondre à quel enjeu ? Est-ce que finalement, il a été possible de travailler avec différents PSP sans orchestrateur ? Et si je te pose cette question, c'est, Ricardo, avant de la poser aussi à Flora, c'est pour t'accompagner dans une réponse sur c'est quoi l'orchestration dans les paiements en ligne ? C'est un sujet hyper intéressant, j'adore ce sujet-là. Effectivement, en tant que marketplace, on aurait pu tranquillement continuer notre activité avec un seul PSP. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais on s'est retrouvé du coup en 2019-2020 à se poser pas mal de questions par rapport à la scalabilité de la marketplace, l'optimisation de nos coûts de paiement. C'est pas étonnant, mais
sur l'FP&A d'une marketplace ou d'une boîte en général, le paiement, c'est une ligne qui coûte beaucoup d'argent à la marque. Et du coup, c'est hyper important d'aller chercher de l'optimisation à niveau coût, le coût que la marketplace, Back Market, paye au PSP, etc. Mais aussi à la capacité de convertir un acheteur qui arrive sur le site internet. Et du coup, notre capacité à optimiser la performance de ce paiement qui passe. Là, on parle du taux d'acceptation. Exactement. Hein, c'est ça, pour appeler un chat un chat. Après la conversion, il y a le taux d'acceptation. Exactement. C'est la différence entre ceux qui ont mis dans le panier et ceux qui ont réellement effectué le paiement. Du coup, on s'est vite rendu compte que quand on a lancé plusieurs pays, il y a des capacités, où il y a une attention plus importante sur certains acteurs par rapport à des autres. Par exemple, un acteur au Japon a une connaissance du marché carte beaucoup plus important qu'un PSP basé aux US ou en France. Je dis n'importe quoi. Mais du coup, pour aller travailler avec les acteurs du marché qui connaissent très bien les marchés, qui connaissent très bien les shoppers dans certains pays, on a dû mettre en place une stratégie d'orchestration. Ça nous a permis deux choses. Baisser nos coûts, déjà de façon très importante. On a réduit, pour donner des chiffres encore une fois, on a réduit de 30% cette ligne paiement sur l'FP&A de Back Market, que c'est énorme, on est très content d'avoir obtenu ça. Et de l'autre côté, on a augmenté du coup la performance de notre capacité à accepter les paiements par carte entre 15 et 1%. Du coup, c'est cette balance. C'est l'augmentation du taux d'acceptation. Hein. Exactement. Oui. Exactement. Et donc un taux d'acceptation qui est à 95 et qui passe à 96, on a augmenté de 10%. Voilà. Exactement. C'est un peu ça l'idée à la base. Ça nous a pris un petit moment quand même pour le mettre en place, ces changements. C'est un changement important. Il y a aussi un facteur à considérer, un niveau de... moi, je l'appelle la power dynamic, mais le client d'un PSP est souvent un peu bloqué avec un seul PSP. Et je trouve que l'orchestration a permis à nous, aux e-commerce, aux marketplaces, de changer un peu cette dynamique. On va revenir dessus parce qu'il y a une notion de gestion du risque qui est fondamentale. Si finalement, avec 2,5 milliards, on avait un seul tuyau et que pour une raison ou pour une autre, le tuyau ne fonctionne plus, ça finit par faire très mal. Effectivement. Donc il y a effectivement une répartition du risque. Flora, je me tourne vers toi. L'orchestration, finalement, quand on s'appelle Payplug, on la définit comment ? Et quels sont les enjeux qui sont autour de ça ? Alors effectivement, la première définition, c'est de se rappeler qu'un orchestrateur, c'est une espèce de tour de contrôle qui va permettre à un marchand de se connecter très facilement à une multitude de PSP et de pouvoir choisir en fonction de la nature de la transaction quel est le meilleur prestataire qui va pouvoir opérer cette transaction. Pour nous, ça a été un virage important qu'on a commencé à observer, je dirais, il y a à peu près 2 ans. Je ne sais pas si toi, tu l'as vu aussi de ton côté, Ricardo, mais on a commencé à se rendre compte qu'il y avait 2 éléments qui nous posaient des difficultés, je dirais, quand on travaille avec des marchands. Le premier, c'était souvent la complexité de leur intégration technique, ce qui voulait dire que nos discussions avec un marchand étaient souvent plutôt orientées sur des problématiques d'intégration que sur des problématiques de performance de paiement à proprement parler. Ce qui était un petit peu frustrant pour nous parce que nous, on était persuadés que le travail qu'on avait fait sur notre produit nous permettait de parler de taux d'acceptation, ce que tu disais tout à l'heure très bien. Et finalement, la réalité, c'est qu'on parlait plutôt de temps de déploiement, de projets IT finalement, sans parler de la réalité de notre métier d'un point de vue technique et monétisant. L'autre réalité, c'était que naturellement, nous, on avait une espèce de pression à tout faire. Et souvent, un petit peu une frustration aussi de se dire, si on fait tout, on fera jamais bien quelque chose. Ça, c'est le leitmotiv de Payplug. Hein. Exactement.
À partir de ce constat-là, effectivement, nous, quand on a commencé à voir des orchestrateurs prendre un petit peu plus de place dans les conversations sur le marché, on s'est dit, ça, c'est exactement la réponse à nous, cette difficulté qu'on a. Et ça va nous permettre, en fait, d'aller à fond dans notre vision du monde, qui est un petit peu qu'un monolithe dans la tech. Aujourd'hui, ça n'a plus vraiment de sens. Pourquoi je dis ça ? Parce que justement, nous, on considère qu'aujourd'hui, des métiers comme le paiement, c'est des métiers de surexperts. Ce que tu disais très bien à propos d'un PSP japonais qui connaîtrait spécifiquement le marché, nous, on a exactement pris ce parti-là en se disant, on est français, on est aujourd'hui rattaché à l'un des premiers émetteurs de cartes en Europe. On est capable de se spécialiser sur quelque chose et on est sûr que si on le fait à fond, on le fera bien mieux que nos concurrents. Et là, ça devient intéressant parce que je te parlais en introduction de commoditisation du paiement. Finalement, si tu commences à te demander quelle sera vraiment ta différence, d'une part, c'est intéressant pour ton marchand, puis c'est aussi intéressant pour toi d'un point de vue métier, parce que quand tu es vraiment passionné par ton produit, par ton domaine d'expertise, tu as envie finalement de faire les choses différemment, si possible un peu mieux, quoi. Et donc nous, c'est ce travail-là qu'on a fait, et pour nous, ça a été une véritable aubaine de se rendre compte que les marchands commençaient à avoir cette maturité, de se dire, on va travailler avec des orchestrateurs pour pouvoir aller travailler sur cette surspécialisation et nous assurer que, à un moment donné, sur une transaction donnée, on va aller sur le meilleur prestataire possible. Alors, ça pose plein de problématiques opérationnelles, d'intégration aussi, j'en parlais tout à l'heure, mais on a levé... Tout ça a été rendu possible finalement parce que tu expliquais en introduction, à savoir l'expertise, le niveau d'expertise dans les côté business, chez les commerçants, les e-commerçants, qui a monté suffisamment pour pouvoir avoir ce genre de discussion, de réflexion, pour arriver à une technicité dans la gestion des paiements qui est aussi développée. Absolument. Nous, ça nous amuse un peu de se dire qu'on a aujourd'hui un peu plus de porosité, tu vois, avec les marchands. On a régulièrement été susceptible d'embaucher des gens qui venaient de chez des retailers et inversement, d'ailleurs, parfois, des collaborateurs de chez nous qui sont ensuite allés rejoindre des équipes paiement ou expertise chez des marchands. Ce que ça veut dire ici, c'est que même si, bien sûr, parce qu'on est un métier qui est régulé, on ne va pas disparaître, nous, en tant que PSP. Ce ne sera jamais un métier qui sera réinternalisé par les marchands. Je sais pas. Mais en revanche, on a cette volonté d'aller faire de l'horlogerie de pointe, finalement, chez les marchands. Et la raison derrière ça, c'est que si c'est bien fait, c'est ce que tu disais très bien, Ricardo, en fait, c'est rentable. Merci Florin pour cette analyse. Et Ricardo, je te repose la question. Finalement, aujourd'hui, les commerçants ou les plateformes comme Back Market, celles qui ont des volumes importants, parce que l'orchestration s'adresse quand même avant tout à des acteurs dont la volumétrie des paiements est conséquente, parce qu'il y a le déploiement derrière de la solution, comme vient de l'évoquer Flora. De façon plus globale, pour vous, les enjeux dans le paiement, ils évoluent de quelle façon ? Tu as commencé à y répondre avec les différents moyens de paiement, le BNPL et ce genre de sujets. Mais les besoins en termes de coûts, de transparence, de tech, tout ça, comment vous les cartographiez ? Comment, si je te pose la question, c'est derrière pour mieux comprendre la façon avec laquelle vous allez paramétrer l'orchestrateur, puisque finalement, chaque e-commerçant va customiser les paramètres de son orchestrateur. Effectivement, disons que de façon générale, le projet a été un projet qui a nécessité de pas mal de temps. Disons qu'on a fait une migration entre le moment où on avait un seul PSP à aujourd'hui où on a 6 ou 7. Ça nous a pris quand même quasi 24 mois. C'est bien de remettre ça dans le contexte. Pour migrer les choses de façon correcte, etc. En tant que marketplace, donc un marchand, on a souvent peur de ce passage entre un seul PSP
maintenant avoir plusieurs PSP parce que la performance, on est habitué à certaines choses. Est-ce que ce PSP, nouveau PSP qu'on va ajouter, il va se comporter de la même manière? Est-ce qu'il va accepter des cartes de tel ou tel émetteur de la même manière, etc., etc. Du coup, déjà, il faut considérer que c'est un projet à un moyen long terme. Deuxième point important, c'est que il y avait chez Back Market, j'ai la chance de travailler dans un contexte où on a quasi 40 personnes qui regardent qui est le paiement. Quand je dis 40 personnes, je considère le département de finance, mais aussi le produit, la tech. On a vraiment des gens avec une expertise très développée, comme on te dit tout à l'heure d'ailleurs, autour de paiement. C'est des techs qui viennent d'un PSP, c'est des gens qui ont développé cette expertise au fur et à mesure. Du coup, il y a beaucoup de monde autour de ça. Ces compétences, elles sont dispatchées, comme tu es en train de nous l'expliquer, dans différents départements. Oui. Pour autant, vous avez une façon de les réunir autour des projets du paiement. Il y a des groupes, il y a des sessions de travail. Comment ça fonctionne ? Exactement. C'est exactement ça. En fait, on fait part de 3 départements différents, mais après, on travaille en équipe. À chaque fois, à chaque verticale, disons le paiement, on se réunit toutes les semaines et on a des petits comités de pilotage pour savoir exactement où on est sur tel ou tel sujet. Chez Back Market, la data est hyper importante et je reviens sur la question de comment tu peux centraliser les infos et comment tu peux gérer tel ou tel PSP. Chez Back Market, la data est hyper importante. Du coup, on a demandé à notre orchestrateur de confiance, on lui a dit, regarde, pour nous avoir tel et tel output, telle et telle information au niveau data est hyper important. Du coup, s'il te plaît, quand tu vas intégrer le PSP, qui aujourd'hui n'est pas intégré chez l'orchestrateur parce que l'orchestrateur n'a pas encore de clients en Corée du Sud, je ne sais rien. On a besoin de cette... Tu nous dois assurer que telle et telle information soit présente sur le fichier de réconciliation, sur ton dashboard de validation de la performance, etc. Du coup, on a demandé à notre orchestrateur de mettre en place certaines choses pour nous assurer le même niveau d'information pour chaque PSP. Ça nous permet aussi d'être fair, d'être équitable avec nos PSP, de pouvoir les considérer au même niveau quand on regarde la performance. Et tout ça, ça nous a permis de prendre des décisions par rapport à la performance. Souvent, il y a le sujet, est-ce que tu regardes la performance de la même manière entre PSP A ou PSP B? Comment tu peux dire que PSP A est meilleur de PSP B ou pas? Bah voilà, c'est là où l'orchestrateur est hyper important. C'est à l'orchestrateur de s'assurer que l'intégration technique entre orchestrateur et PSP soit la dernière disponible et en même temps que l'orchestrateur donne à nous, à Back Market, le marchand dans ce cas-là, toutes les infos qu'il nous faut et qu'elles soient les mêmes pour l'un ou pour l'autre. Oui, il faut dire, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut qu'il y ait une cohérence de qualité d'information qui soit distribuée entre toutes les parties prenantes et qu'on ne puisse pas avoir un PSP qui dise oui, mais moi, celle-là, elle est moins fraîche ou moins pertinente que celui qui l'a eu. Donc, j'ai pas pu adapter ma performance en fonction de ces retours. C'est un peu comme ça qu'il faut le comprendre. C'est exactement ça. Et du coup, ça, c'est le sujet, disons, de l'acquisition d'un côté, mais c'est également important de l'autre côté, de la côté réconciliation. La réconciliation, c'est un sujet qui est souvent pas trop touché, mais c'est hyper important parce que ça implique les équipes. Tu peux nous dire la réconciliation quand on est chez Back Market, en quoi ça consiste? Alors, c'est très simple. Chez Back Market, on a un catalogue. On a des sous-marchands. Les sous-marchands ont placé un produit chez un client. Du coup, il y a une vente qui a été faite, qui a eu lieu. Le produit est parti. Il y a une ligne, du coup, d'argent qui est rentrée, mais l'argent n'est pas encore arrivé. Parce que l'argent, là, le fameux settlement à J+1, J+2, J+3, ça dépend un peu du pays aussi. Du coup, à un moment donné, le PSP va nous remettre cet argent-là. Et c'est important que l'équipe compta soit capable, du coup, de mettre ensemble la ligne de cash pour l'ordre qui a eu lieu. Sauf que quand tu as 6 PSP, bah, tu as du cash qui arrive un peu dans tous les côtés. Et du coup, comment on peut s'assurer que ce fameux fichier de réconciliation soit le même up-to-date et qui surtout, on retrouve les mêmes informations pour le suivi de coûts aussi, parce que le PSP a des coûts de markup, les scheme fees, l'interchange, etc. Du coup, comment on peut s'assurer que le PSP et l'orchestrateur, excusez-moi, à la même fois fassent ce travail de data et de comparaison entre PSP, mais en même temps
Et de l'autre côté, côté réconciliation, on a les mêmes infos pour PSP1 et pour PSPB. On comprend bien les enjeux. D'ailleurs, Flora, d'un point de vue technologique, technique, comment un PSP travaille sur des enjeux et des questions comme celle que vient de soulever Ricardo? Ça soulève vraiment des problématiques qui, je dirais, un peu de développement continu. C'est-à-dire que nous, depuis, par exemple, qu'on travaille avec vous chez Back Market, on s'est rendu compte qu'on avait besoin finalement de faire évoluer nos intégrations et notre produit de manière continue, parce que en fait, le marché du paiement n'est pas en état fini. Tu parlais tout à l'heure de problématiques d'intégration. Nous, on a un enjeu opérationnel vraiment quotidien qui est similaire au tien, mais finalement de notre côté. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de maximiser, bien évidemment, le nombre de transactions qui vont transiter chez nous. Et pour ça, ça peut nous pousser à réfléchir à la manière dont on va intégrer notre produit avec celui de l'orchestrateur pour nous assurer que finalement, cette intégration, elle soit au meilleur niveau possible. Aussi bien sur la partie acceptation que sur la partie réconciliation. Et c'est vrai que cette partie réconciliation, elle est souvent un petit peu sous-évaluée. Alors que pourtant, la lisibilité de ta donnée, c'est celle qui va te permettre à la fin d'une période donnée d'acter que ton PSP avec qui tu as fait un A/B test, par exemple, est effectivement celui avec qui tu veux, augmenter la relation, ou en tout cas ajouter plus de flux. Nous, notre travail aujourd'hui, c'est vraiment de considérer que notre intégration API avec, par exemple, un process-out, qui est un orchestrateur, qui est celui utilisé par... celui avec qui on travaille dans cette équation, soit finalement une extension de notre produit. Vous êtes en train de nous dire que la relation que les PSP doivent nouer avec les orchestrateurs, elle est fondamentale. Exactement. Je te parlais tout à l'heure d'horlogerie. Je pense que c'est vraiment ça notre expertise, c'est-à-dire de se dire qu'aujourd'hui, en fonction de la problématique d'un marchand, de son secteur d'activité par exemple, de ses problématiques de fraude, parce que quand tu vends de l'électronique avec des paniers moyens élevés, t'as pas du tout le même type de payeur, donc de clientèle, que si tu fais du retail, disons bon marché. Et donc, en fait, tu vas avoir besoin d'adapter ta connexion avec ton orchestrateur pour t'assurer effectivement que les données remontent correctement, qu'on va pouvoir, si jamais on met en place une stratégie de tokenisation parce que on a envie de faire du one-click ou du paiement récurrent, d'être capable d'implémenter les informations correctement. Là, on parle du frictionless. Alors, oui, entre autres, mais pas exactement. Ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, si on a envie de développer sur un site une stratégie de réachat, oui. Et donc là, ton objectif, ça va être vraiment de tokeniser tes cartes pour faire en sorte que tu n'aies pas à re-rentrer ton numéro de carte d'une fois sur l'autre, parce qu'on considère, par exemple, je dis n'importe quoi, mais imaginons sur un back market qu'en moyenne, un acheteur va faire un achat tous les ans. Tu prends une durée d'expiration de carte à 3-4 ans. Bon, en fait, cette carte-là, moi, j'aimerais qu'elle soit utilisée 4 fois sans que j'ai besoin de remettre mon numéro de carte. Bon. Cette façon de construire ta tokenisation, elle peut se faire de plein de façons différentes. Ça peut être fait au niveau du PSP, ça peut être fait au niveau de l'orchestrateur, ça peut être fait parfois même au niveau d'une solution tierce de vaulting, par exemple. Donc, en fonction du setup technique du marchand, nous, on va être obligés de réadapter la connexion pour s'assurer que l'intégralité des parties prenantes se parle correctement et que donc, quand on reçoit du flux, immédiatement, le résultat, ce soit une transaction acceptée. C'est vrai aussi sur le frictionless. L'objectif, c'est d'essayer de limiter la friction. Là, pour le coup, le nom parle de lui-même. Et donc, de trouver tous les moyens pour que, dans un contexte où on a un besoin d'authentification forte qui est demandé par le régulateur, on essaye quand même de limiter la friction à la transaction aboutie. Justement, chez Back Market, c'est quoi les stratégies, les enjeux d'acceptation? Est-ce qu'on est très frictionless? Est-ce qu'on est sur du 3D Secure imposé à chaque fois? C'est quoi la stratégie pour vous sur ce point-là?
C'est un sujet hyper intéressant aussi. Il faut comprendre aussi d'abord que Back Market a une activité considérée par le système bancaire risquée. On vend des produits électroniques. Comme on disait, on a un ticket d'achat plutôt élevé. Après, on peut regarder dans les détails, mais disons, ça dépend du type de paiement, type de pays, etc. etc. Mais disons qu'environ, on a un achat à 350 €. Du coup, c'est quand même quelque chose de coûteux et de cher. Quand on met ensemble le fait que c'est considéré comme activité risquée et qu'on a un ticket moyen à 350 €, le risque de chargeback et de fraude est vite coûteux pour Back Market. C'est pour ça qu'on a toujours décidé d'appliquer un 3DS obligatoire sur 100% de nos volumes. Effectivement, c'est quelque chose de un peu plus compliqué pour l'acheteur. Pour certains, c'est aussi un sujet de rassurance. Ouais. Je fais un achat sur un site internet. Moi, je te confirme qu'en tant que client de Back Market, je trouve que c'est réassurant. Il y a une réassurance par rapport à ça parce que le montant est assez élevé. C'est pas tellement la confiance dans le vendeur. Je me dis que finalement, Back Market est là en tiers de confiance. Donc, si le vendeur est sur la plateforme, c'est qu'il est sûr. Mais c'est surtout le montant. Finalement, je sais pas, comme je suis sur Amazon ou que je vais pouvoir valider un achat à 32,50 € pour des fournitures scolaires de mes enfants. Où là, tu as envie que ça passe vite. En revanche, pour un achat plus onéreux, tu as envie d'être réassuré. Je suis d'accord. Je partage le sentiment. Pour moi, c'est la même chose. Parfois, je me dis, oh, attends, le paiement est passé. Ils m'ont pas posé la question de 3DS. Et quand tu payes à l'étranger, tes vacances, par exemple, dans un autre, tu vois, tu t'achètes ta location, ta résa quelque part, et t'as pas le 3DS. C'est passé. Alors, bonne nouvelle, ça va changer ça. D'accord. Ouais. Tu peux nous en dire plus? Il y a des recommandations en fait de la Banque de France qui sont en train d'être mises en place vraiment en ce moment même pour pousser les marchands qui utilisaient des exemptions, en particulier dans le secteur du tourisme, pour toutes les cartes émises en France. Donc ta carte probablement ta carte aussi. On parle vraiment des cartes françaises, mais nous, on considère que le reste des banques européennes, des banques émettrices, vont suivre ce type de recommandations ensuite pour éviter les exemptions. L'objectif étant de, à nouveau, ajouter de la confiance dans le secteur, en particulier en e-commerce. Et donc, il y a un organisme qui s'appelle l'OSMP qui a mis en place une série de recommandations incitant les émetteurs à refuser systématiquement les exemptions de 3DS un peu en zone grise, on va dire ça comme ça, pour, par exemple, le secteur du tourisme, ce qu'on appelle la DTA, par exemple, ou le paiement en moto. Bon, je rentre un peu dans des typologies de paiement un peu techniques. Mais nous, on est en train, là, en ce moment, d'accompagner un certain nombre de nos marchands. Bon, effectivement, toi, ça te concerne moins, Ricardo, parce que tu mets du 3DS systématique. Mais tous ceux qui nous demandaient, en fait, des exemptions, il y en a qui sont dans le cadre de la loi et qu'on va continuer à faire. Et notre travail, c'est vraiment d'essayer de maximiser ce frictionless. En revanche, il y a aussi une tendance côté régulateur à plus d'authentification forte. Bon, merci pour cette précision. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, juste pour rebondir sur ça, c'est effectivement hyper intéressant. Et même si aujourd'hui, Back Market applique un 3DS à 100% sur tous nos achats, c'est vrai qu'il y a un peu il y a aussi des réglages qu'on peut mettre en place, effectivement, pour tout ce qui est, comme tu disais justement tout à l'heure, par rapport à l'exemple de Amazon et tes enfants, sur un paiement sur Back Market à moins de 100 €, on n'est pas contraire du frictionless. Ouais. C'est juste qu'aujourd'hui, on a décidé d'appliquer une stratégie différente, mais on regarde près ce qui se passe sur le frictionless. C'est effectivement un levier important aussi pour augmenter le chiffre d'affaires. Et du coup, c'est quelque chose qu'on certainement regarde et qui potentiellement on va mettre en place. C'est évident. On a compris dans cet échange que un orchestrateur, enfin du moins la solution d'orchestration, elle est à déployer dans la durée. Ça se met pas, c'est pas une API qu'on branche et puis basta. C'est quelque chose qui se paramètre avec des critères qu'il faut ajuster,
Flora parlait d'horlogerie, c'est quelque chose de minutieux. Chaque partenaire de l'orchestrateur, finalement, doit intervenir de son côté. Il y a un enjeu de données qui doit être... les données qui doivent être finalement cohérentes pour l'ensemble des parties prenantes. Et puis, il y a forcément un aspect de monitoring et de reporting pour celui qui met en place l'orchestrateur, c'est-à-dire chez toi, Back Market. Derrière cette question, derrière ce monitoring, il y a finalement le suivi des performances, quelles que soient les performances qu'on choisit, en fait, plus exactement des KPI. Est-ce que tu peux nous dire, depuis que finalement vous avez utilisé cette stratégie d'orchestration, les résultats que vous avez obtenus? Chez Back Market, du coup, on a créé des KPI propres à nous. On regarde plusieurs choses quand on parle du paiement. L'acceptance nette, c'est vraiment le plus fin, si tu veux. Mais on regarde d'abord l'expérience d'achat du shopper, du consommateur qui arrive sur Back Market. Du coup, à partir du moment où la personne arrive sur la page de checkout de Back Market, on commence à regarder le numéro de clic, quel paiement a choisi. Une fois qu'il a choisi son paiement, l'expérience, comme c'est passé, le temps que ça lui a pris, le numéro de fois qu'il a essayé de faire ce paiement, pourquoi il a échoué la première fois, pourquoi il a eu un succès à la deuxième fois, etc. Du coup, on regarde plusieurs choses. On l'appelle Successful Checkout Rate, c'est comme ça qu'on l'appelle. Du coup, de façon très simple, si j'ai 100 personnes qui arrivent sur la page de checkout, combien de personnes j'ai de l'autre côté de la barre, combien de personnes ont obtenu un paiement avec nous. Du coup, ça, c'est une chose. On le regarde avec des outils en interne, on le regarde de façon hebdomadaire, quasi au quotidien en vrai, on le regarde tout le temps. On a des équipes en interne, dans l'équipe paiement, on a 2 personnes qui font ça littéralement tout le temps, qui nous remontent des alertes, qui nous disent attention, tel pays, telle méthode de paiement, tel acheteur a eu un problème dans son parcours d'achat. Donc on regarde ça au quotidien, c'est quelque chose de hyper important. Les infos, quand on les obtient, on le remonte souvent au PSP. C'est là où ça commence un parcours de confiance, ça commence un parcours d'amélioration sous telle ou telle méthode de paiement. C'est quelque chose de... Ça prend beaucoup de temps. Il faut quand même des équipes engagées, il faut quelqu'un qui soit vraiment sur la balle constamment, tout le temps. Mais ça permet effectivement d'augmenter les choses et la performance. Je touchais un mot tout à l'heure, mais quand on regarde... nous, ça nous plaît beaucoup de mettre en compétition les PSP. Ça, j'avoue, c'est un truc, c'est un petit plaisir. Mais justement, en fait, comment tu le fais? Il y a ce monitoring des résultats, les KPIs, avec quelque chose, en fait, comme le lait sur le feu. Vous êtes tout le temps en train de vérifier comment ça fonctionne. Avec la volonté d'améliorer le parcours client, parce qu'au final, on est business. Si toute cette technologie est déployée, c'est bien au service du business. Quand on parle d'expérience client, c'est donc on parle de business. C'est important. Vous allez les remonter, tu viens de le dire, au PSP, où il y a quelques petites frictions ou sujets de préoccupation sur certaines transactions. Comment vous les challengez? Tu dis que tu aimes bien jouer à la concurrence. Comment vous challengez les PSP qui sont branchés, les 6 PSP qui sont branchés sur l'orchestrateur? Plusieurs choses. Déjà, comme tu disais, si un client essaye 15 fois un paiement sur Back Market, il y a un énorme problème. Cette personne a eu un parcours d'achat, une expérience horrible. Cette personne-là, elle ne va pas revenir sur Back Market la prochaine fois. Du coup, on doit avoir, c'est hyper important, c'est impératif que la personne qui arrive sur Back Market réussit à faire son achat. S'il y a un problème pour telle ou telle personne, on regarde effectivement c'était qui le PSP derrière. Oui, je précise une chose avant de te redonner la parole, parce que c'est fondamental et pour bien faire comprendre à quel point le paiement est complètement partie prenante du business. C'est-à-dire que si le paiement ne se fait pas, c'est pas juste le parcours d'achat qui a été mauvais, c'est toute la stratégie de l'entreprise, à commencer par les premières pubs qu'on voit dans le métro de Back Market, qui est à remettre en question. Parce que tout le travail d'acquisition qui a été fait, le travail d'optimisation,
d'onboarding des commerçants qui viennent vendre, il part à la poubelle. C'est pas juste une transaction, c'est finalement valoriser tout le travail qui a été fait en amont de cycle. Pardon pour cette précision, mais je crois que c'est important c'est ultra important, évidemment. De le dire. Il y a un investissement côté marque, côté back market qui a été fait. Le client a pris le métro, il sait qu'en ce moment, il y a une offre avec back market, c'est important. Il y a Black Friday qui arrive, il y a back to school, il y a des moments où c'est important de finaliser l'achat, c'est important d'avoir une expérience qui fonctionne. S'il y a un problème, s'il y a un couac, effectivement, nous, on regarde qu'est-ce qui s'est passé, on regarde l'émetteur de telle carte, on regarde qu'est-ce qui s'est passé avec le 3DS, on regarde qui était le PSP derrière, on regarde le type d'erreur qu'il y a eu derrière, si effectivement il y avait une erreur de type fond insuffisant. Là, on peut pas. Tu peux pas le reprocher au PSP. C'est pas la faute du PSP. Mais s'il y a une erreur technique, s'il y a un time-out, s'il y a un problème, un peu le fameux 0.5 do not honor, ce truc que personne ne sait ce qu'il y a derrière, alors là, on met en place toute une stratégie de aussi retry. On réessaye la transaction déjà. Ça, c'est une énorme valeur de l'orchestrateur. Du coup, on réessaye la transaction et on l'envoie, disons, chez le PSP B à ce point-là. Alors, il faut préciser que tout ça se passe en millième de le client seconde. C'est immédiat. Le client ne sait pas ce qui se passe derrière, mais effectivement, à l'instant, on peut rejouer la transaction. Et si le PSP B, à ce point-là, accepte la transaction, alors effectivement, le PSP 1 n'a pas fait le travail comme il aurait pu le faire. Parce que finalement, la personne avait de l'argent dans son compte bancaire et la transaction a eu lieu. J'aimerais que tu m'apportes une précision quand je t'entends parler. Tous ces flux-là, ils sont dirigés de façon random entre les différents PSP, où vous avez des PSP préférés et d'autres qui sont en secours. Comment c'est organisé ? Ouais. C'est une très bonne question et ça, je pense que chaque marque, chaque compagnie peut gérer la stratégie à sa façon. Il n'y a pas une règle générale. Non, bien sûr, mais chez Back Market... Chez Back Market, on a des pays sur lesquels on fait full confiance à notre orchestrateur. Ça veut dire que c'est l'intelligence artificielle, c'est le machine learning de l'orchestrateur qui décide ces transactions compte bancaire de Ricardo Argenta a plus de chances de passer chez Cyril plutôt que chez Flora, par exemple. Il y a des pays où on a une bonne connaissance interne. On sait que tel PSP a une capacité, effectivement, a une connaissance, et là on revient sur l'histoire du Japon, France, etc., Payplag et la connaissance du marché. On sait que toutes les cartes qui appartiennent à tel ou tel émetteur vont être gérées par tel ou tel acquéreur, par exemple. Du coup, c'est un peu un mélange des deux. À la fois, on aime bien faire confiance à notre orchestrateur, à la fois, on aime faire confiance à nos PSP. Et derrière, il y a effectivement l'équipe de Back Market qui peut voir à tout moment qui a raison et quelle stratégie est la meilleure. Du coup, moi, j'aime bien utiliser un mélange des deux, effectivement. Jamais faire trop confiance ni à l'un ni à l'autre. Comment c'est géré, justement, cette réalité côté tech chez Payplug, quand on est un PSP, on a des volumes qui peuvent fluctuer en fonction des algorithmes ou de l'intelligence artificielle des orchestrateurs. Comment on fait pour gérer cette réalité ? Parce qu'en fait, derrière, il y a une deuxième question qui va arriver, qui est justement les pics. Pour parler du Black Friday, t'en parlais, comment on gère ça, mais justement, ces volumes-là, quand on est côté tech. On parlait de spécialisation tout à l'heure. C'est là, en fait, que ça prend tout son sens. C'est ce que tu disais assez bien. Nous, notre travail, c'est de comprendre ce qui se passe aussi du côté des émetteurs pour nous assurer qu'on va être capable de répondre à une évolution qu'ils auraient pu mettre en place dans leur protocole. Tout à l'heure, je te parlais de cette demande de l'OSMP là, qui est en train d'être mise en place pour limiter les exemptions. Encore une fois, ça ne concerne pas directement Back Market, mais ça concerne d'autres de nos marchands. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'il y a des paliers de montant de panier moyen qui vont entraîner des réponses négatives des émetteurs si jamais il n'y a pas une authentification forte. Ce
que ça veut dire, c'est que si nous, on n'est pas en veille permanente pour être capable d'anticiper et de répondre correctement à la demande de l'émetteur quand il y a une transaction qui se fait, la réponse sera probablement cette fameuse erreur do not honor qui nous fait tous avoir des cauchemars la nuit. Et que donc, ce que Ricardo verra de son côté, ça va être le PSP, donc potentiellement Payplug, n'a pas réussi à répondre correctement sur telle transaction qui vient de tel émetteur. Nous, notre quotidien, c'est d'anticiper ça finalement. Donc, je te parlais de cette option-là, mais tu vois, nous, l'été dernier, on a eu comme ça des surprises sur un émetteur comme le Crédit Agricole qui a changé une façon d'implémenter un protocole donc vraiment côté émetteur. Et donc, on a des marchands qui nous ont appelés en nous disant il n'y a plus aucune transaction qui passe nulle part sur ce Crédit Agricole. Et là, si toi, tu es le premier à répondre en disant ok, très bien, moi j'ai une relation avec l'émetteur parce que, étant français, je connais en fait la place, elle n'est pas immense, donc je suis capable rapidement d'obtenir une réponse précise sur l'implémentation de ce protocole, sur comment est-ce que moi je vais devoir envoyer l'information côté émetteur, et plus j'ai de chance ensuite de pouvoir répondre favorablement quand il y a une transaction qui passe, et donc de pouvoir récupérer du flux. Et ça, c'est quelque chose en fait qui nous force à être finalement en alerte tout le temps, pour nous assurer qu'on a ce petit temps d'avance qui nous permettra de répondre correctement à une demande. C'est pour ça, encore une fois, je parlais de spécialisation. Moi, je suis capable de le faire en France parce que, évidemment, j'ai une relation privilégiée avec le groupe BPCE, qui est un des plus grands émetteurs en Europe, mais je suis aussi capable d'avoir des relations privilégiées avec d'autres émetteurs de la place. Récemment, par exemple, le groupe BPCE a annoncé qu'ils allaient mettre en commun toute leur capacité industrielle de ce qu'on appelle le processing. Donc, c'est vraiment les couches basses entre l'émetteur et l'acquéreur avec BNP Paribas. Ce que ça veut dire, c'est que leur capacité à émettre des cartes et ensuite à discuter avec des acquéreurs vont être globalement mises ensemble pour aller plus vite dans l'innovation, pour être capable de proposer des produits plus performants aux agences bancaires, aux payeurs et aux acquéreurs. En fait, nous, de faire partie de cet écosystème-là, ça nous permet aussi de nous dire que c'est nos voisins de palier, en fait, ces gens-là. Ouais, ce que je comprends, en fait, c'est que finalement, être spécialiste, être franco-français, dans la place, expert et reconnu comme tel, vous permet d'avoir un temps d'avance, finalement, par rapport à des problèmes ou une capacité à les régler plus rapidement que d'autres. Exactement. C'est de ça. Exactement. Ça nous donne du focus et donc de l'agilité, finalement. Dont vous allez avoir besoin sur les pics de saisonnalité. Je me tourne vers toi, Ricardo. Tu as commencé à l'évoquer, le Black Friday. C'est un exemple parmi d'autres dans le calendrier des ventes dans l'année. Mais le Black Friday, ça parle à tout le monde et tout le monde sait très bien que c'est une période de surconsommation. Qu'est-ce que ça veut dire chez Back Market, cette réalité? Est-ce que tu peux juste nous dire le Black Friday, ça représente quoi? C'est quel type de pic qui existe? C'est important à rappeler, encore une fois, que pas tout le monde a besoin de téléphone tous les 3 mois. Environ, une personne chez Back Market, téléphone d'ailleurs, laptop, ce que vous voulez, il y en a plein. On a un beau catalogue. La personne revient chez Back Market environ entre tous les 12 et 18 mois. Du coup, vous voyez qu'il y a des moments clés dans l'année où la personne fait son achat. Et effectivement, Black Friday, il y a souvent des promos, il y a souvent des choses comme ça. Du coup, c'est là où le moment où effectivement la personne se dit j'ai besoin d'un téléphone, j'ai besoin d'un laptop, j'attends Black Friday pour faire mon achat chez Back Market par exemple. Du coup, c'est le moment clé pour nous en termes de trafic, de chiffre d'affaires. On peut dire que quasi 30% de la chiffre d'affaires de Back Market est faite dans la période fin novembre, fête de Noël. Du coup, en fait, on se parle entre 4, 5, 6 semaines max. 30% de l'année. Hein. Ouais, de l'année, donc 30% de 2,5 milliards, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça commence à faire... C'est énorme. Non, mais on est à 6...
On est à 800 millions Quasi, ouais. quasiment. En fait, sur quoi un mois et demi, un mois. Oui, un mois et demi. Parce qu'après, tu as aussi les soldes. Les soldes. En Espagne, par exemple, Noël, c'est pas effectivement le moment, mais c'est Los Reyes Magos, ou quelque chose comme ça. C'est vers le début janvier. C'est là où les Espagnols font leur achat, par exemple. Du coup, chaque pays a un peu ces moments. Bref, c'est une grosse période qui commence par le Black Friday. Chez nous, toutes les équipes, mais quand je dis toutes les équipes, je parle de la Black Market au sens large, on est tous concentrés pour avoir le moment clé de l'année où tout ça marche parfaitement. Et comme on dit tout à l'heure, le paiement, c'est effectivement la partie finale. Là, il faut faire but, c'est le moment le plus important. Et après, il y en a d'autres, évidemment, Back to School, etc. Mais Black Friday, ça reste pour nous le plus important. Et ça, c'est un peu la chiffre. Ouais, donc on concentre sur un temps court une grosse volumétrie des paiements. Comment vous vous préparez à ça et finalement, l'orchestrateur là-dedans, quel rôle vous lui accordez ? Est-ce qu'il est préparé spécifiquement ? Oui, maintenant, mais j'imagine qu'après, tout le monde dira aussi côté Payplag, mais tout le monde sait que c'est un moment clé, tout le monde s'assure que l'infrastructure technique, les API, ils marchent hyper bien, qu'ils arrivent à faire face à cette vague de trafic. Nous, on les appelle des circuit breakers, ça veut dire que à tout moment, s'il y a un problème, il y a un PSP qui tombe, il y a l'orchestrateur même qui tombe, nous, on a la capacité quasi instantanée de ouvrir une autre porte, si tu veux, et d'envoyer les volumes sur soit toujours dans l'environnement de l'orchestrateur sur un autre PSP, ou s'il y a vraiment le cas où l'orchestrateur même a un problème, on arrive à circuiter l'orchestrateur et on passe en direct avec un PSP. Ça, c'est finalement ce dont vous vous assurez pour minimiser les risques et ne pas perdre de paiement, de flux. Exactement. C'est ça. Ça nécessite en amont de tout ça du paramétrage avec l'orchestrateur. Pas forcément avec l'orchestrateur, c'est plutôt des stratégies internes. C'est-à-dire que quelques semaines, quelques mois avant le moment clé ou la saison clé, on se regarde et on se dit c'est quoi le pire scénario que peut avoir lieu dans 3 semaines. Et on se dit on peut avoir un pic de trafic énorme, on peut avoir imaginez si tel ou tel produit est out of stock sur la plateforme. C'est pas joli. Du coup, il y a un travail côté supply, côté partenariat avec les sous-marchands de Black Market pour s'assurer qu'il y a quand même des produits sur la plateforme d'un côté. Et un autre exemple, c'est est-ce qu'on peut imaginer un cas où l'orchestrateur a un problème, ce qu'on fait dans ce cas-là. Du coup, il y a quand même un travail qui est fait en amont, comment on peut faire face à ces problématiques-là. Et du coup, le jour J, c'est juste autopilote, on sait ce qu'il faut faire, on met en place. Il y a une question qui me vient avant que je te passe la parole, Flora. Dans ces moments de pic, comme le Black Friday, est-ce qu'il faut être encore plus vigilant sur les sujets de fraude ? Je pense que le moment fraude, c'est hyper important. Nous, d'ailleurs, on travaille avec des partenaires là-dessus, un partenaire en Europe et un partenaire aux US. Je pense que pour la fraude, c'est aussi après la bataille. C'est après où il faut faire attention aussi. Aujourd'hui, il y a un sujet hyper important, c'est la fameuse refund abuse, du coup, la fraude à la logistique, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le paiement parce que maintenant, il est tellement sécure que la fraude elle s'est déplacée sur la gestion des retours. Exactement. Mais la fraude, est-ce qu'il y a une vigilance particulière à avoir sur l'onboarding ? Est-ce que, quelque part, on peut avoir des vendeurs frauduleux qui cherchent à intégrer la plateforme, entre autres sur des moments clés comme celui du Black Friday ? Non, mais complètement. Chez Back Market, il y a un parcours, disons, pour rentrer chez Back Market en tant que sous-marchand, en tant que marchand, il y a effectivement toute une série de documents qui sont nécessaires, le fameux KYB, KYC des non sous-marchands, ça c'est évident. Mais même une fois que
tout ce process a eu lieu et qu'il est validé et que le PSP dit d'accord, tu peux faire du business avec ce sous-marchand-là, Back Market a une couche supplémentaire de QAB, si vous voulez, c'est un interne, c'est fait chez nous. On lui demande le bilan, s'il a un bilan, on lui demande plusieurs informations. Et même quand tout ça a eu lieu, le sous-marchand ne peut pas commencer à vendre tout de suite tout son catalogue. On l'appelle la launching phase, dans laquelle on dit au sous-marchand, on ne se connaît pas. Hein, on va apprendre à se connaître. On va apprendre à se connaître. Du coup, pour quelques semaines, on limite les ventes de ce sous-marchand à 5, 10, 20, 50, 150, 200, 1000. Cette launching phase prend environ entre, disons, 30 et 60 jours. Ça dépend des cas évidemment aussi. Du coup, l'onboarding est plutôt vite, plutôt rapide. Mais après, il y a ce côté où on apprend à se connaître. Et dans ce moment-là, on monitore de façon encore plus importante les ventes de ce marchand. Est-ce que le produit qu'il a vendu respecte les détails techniques qu'il avait donnés aux consommateurs, etc. On fait parfois aussi des mystery orders. En fait, on place des commandes nous-mêmes pour tester la qualité. Tester la qualité le marchand n'a aucune idée qui c'est merci pour cette précision. Maintenant, je reviens vers toi, Flora. L'orchestration, les paiements. Bon, bref, le Black Friday ou les périodes de pointe, comment on s'y prépare du côté tech? Alors, on a beaucoup de façons différentes de préparer ça. C'est vrai que je dirais que la première chose, c'est ce que tu disais assez bien aussi, c'est que le D-Day, c'est le moment en fait où on lève les crayons. C'est-à-dire que toutes nos stratégies, toutes les choses qu'on avait besoin de tester, il faut absolument qu'elles aient été testées avant. Et le jour J, notre travail, c'est avant tout de vérifier que l'infrastructure est solide. Je dirais que nous, notre façon de préparer les charges, c'est aussi beaucoup de faire évoluer justement cette infrastructure technique. On a eu tout un travail de transformation côté tech qui a été fait ces dernières années, en particulier parce que comme on a été l'unique PSP des Jeux Olympiques, enfin de la billetterie des Jeux Olympiques, pendant ces 2 dernières années, finalement nous on avait des contraintes en termes de solidité de notre plateforme, aussi bien contre des potentielles cyberattaques que en termes de capacité à gérer de la charge, donc un nombre de transactions simultanées important. Oui, parce qu'il faut préciser, je connais un petit peu le sujet, que Payplug était le seul PSP de la billetterie des JO, et on imagine volontiers le volume qu'il y a pu y avoir dessus. Oui, on est un petit peu prudent sur les chiffres qu'on partage là-dessus, parce qu'effectivement, c'est plutôt au comité olympique de les partager, mais on a eu effectivement plusieurs millions de transactions tout au long de ces phases-là, avec un niveau de réponse de fiabilité. Ouais, c'est ça, un enjeu. C'est-à-dire que c'est des moments où tu n'as pas le droit du tout à l'erreur, parce que tu as des enjeux géopolitiques derrière, tu vas un petit peu au-delà de ta relation classique avec un commerçant. Mais je pense qu'en fait, tu peux pas apporter une meilleure réponse pour dire à quel point un Payplug est prêt et solide. Parce que quand tu as pris les volumes de la billetterie des JO avec les contraintes, parce que je connais un petit peu les contraintes qui ont été derrière, les gens de Payplug m'ont raconté, c'est une preuve forte de votre capacité à encaisser les pics de volume. Exactement. Concrètement, c'est passé par pas mal de choses assez simples. Hein. On s'est assuré, par exemple, qu'on avait mis en place la majorité de notre infrastructure dans le cloud avec des systèmes de redondance qui soient suffisamment solides pour nous assurer qu'on n'ait pas de problème. On a aussi mis en place des systèmes de monitoring et d'alerting en interne beaucoup plus perfectionnés. Et ça a été vraiment une opportunité de dingue pour nous, ces JO, parce que on avait cette deadline qui était en fait, a priori, je me souviens, quand on a commencé à dire qu'on allait travailler sur les JO, on s'était dit on a 2 ans pour faire cette transfo, impossible. Et puis finalement, c'est les JO, tu peux pas les décaler de 6 mois, donc en fait, t'y vas. Et c'est un catalyseur pour les équipes, parce que c'est quand même un petit peu...
tu vois ces choses-là de l'intérieur, c'est quand même une aventure pour les équipes qui est assez dingue. Et donc, on a opéré toute cette transformation au niveau de notre plateforme technique, de notre infrastructure, encore une fois, de la mise en place de nos serveurs dans le cloud qui nous a vraiment permis de passer à une autre échelle dans la solidité de la plateforme. Et ça nous permet, tu vois, maintenant que cet épisode-là est derrière nous, de continuer à accélérer vraiment sur le développement de la plateforme de demain qu'on est en train de construire, avec, encore une fois, plus de granularité dans la donnée, plus de précision aussi dans notre relation avec les émetteurs, avec les différents acteurs de l'écosystème, pour faire en sorte, encore une fois, que nos paiements, ce soit vraiment un métier de pointe, qui est amusant. Bon, merci Flora pour ces précisions. Ricardo, si on devait te donner le mot de la fin, finalement, l'orchestration chez Back Market, c'est quoi la plus-value que ça a apporté pour vous, sans faire un discours de 5 heures? Je pense que ça nous a donné une confiance à se dire à tout moment on peut répondre à ce qui se passe sur le paiement. On peut aller chercher les meilleurs, on peut aller chercher au coût qui nous intéresse, au meilleur coût, et on peut faire face à n'importe quel problème. Ça a été vraiment un énorme succès chez Back Market. Écoutez, merci beaucoup pour cet échange. On a passé l'heure d'enregistrement. Je pense qu'on aurait pu continuer encore longtemps. Je sentais qu'il y en avait encore sous la pédale. Merci en tout cas à vous, mes chers auditeurs, pour la fidélité avec laquelle vous écoutez les Digital Doers. Merci pour les messages que vous me faites parvenir. Si vous souhaitez prendre contact avec Flora ou avec Ricardo, je pense que LinkedIn est la meilleure des plateformes. Tout à fait. Et sinon, je peux toujours faire l'intermédiaire s'il y a vraiment besoin. Merci à One-to-One Retail e-commerce de Monaco et One-to-One Expérience Client de Biarritz pour le soutien apporté à cet épisode. Flora, Ricardo, merci. Je vous dis à très très bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt.